Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonsoir, 2021 est une année où le sujet climat est à l'honneur, année de publication du 6e rapport du GIEC, année de conférence des parties des Nations Unies sur le climat, la COP26 qui vient de s'achever à Glasgow. Être à l'honneur est peut-être un grand mot puisque le GIEC conclut que le climat est en train de changer partout dans le monde et plus rapidement que prévu et qu'il démontre que l'activité humaine est responsable sans équivoque, alors qu'il y a 8 ans, il la qualifiait d'extrêmement probable. Quant à la COP26, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour dire qu'elle n'est pas totalement satisfaisante. Alors, comment sensibiliser, former, informer sur le réchauffement climatique, désormais avéré, avec des conséquences irréversibles pour des siècles ou des millénaires, rendant donc forcément inhabitables de nombreux territoires dans le monde. Finalement, la principale inconnue dans l'évolution future du climat et de l'environnement est la capacité des humains à modifier leur comportement. Cette évolution se fait en fonction de la capacité des scientifiques et des enseignants à expliquer les enjeux et de la mobilisation de la société mondiale avec toutes ses composantes. C'est pour ça que ce soir, j'ai le plaisir d'inviter une scientifique enseignante et une activiste. Bonsoir Chloé Maréchal-Chenevier. Bonsoir. Et bonsoir Margot. Bonsoir. Je vais commencer par vous, Chloé Maréchal. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Observatoire des sciences de l'univers de Lyon et de l'Université Claude Bernard Lyon 1. Et vous êtes par ailleurs responsable d'un cycle grand public sur le climat dans le cadre de l'Université ouverte de Lyon 1 depuis 2012. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en tête-à-tête, enseigner, c'est s'engager. Et je vois que vous avez voulu aussi vous engager auprès du grand public, c'est-à-dire en plus de tout le travail d'enseignement et de recherche que vous menez, et donc d'enseignement que vous faites auprès d'un certain nombre d'étudiants, vous avez voulu aller un petit peu plus loin, et cela depuis presque 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc, je précise, donc je suis enseignante-chercheur au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement également. Et effectivement, donc ça fait depuis un certain temps que je cherche à communiquer pour donner des connaissances au plus grand nombre qui soit. Et bien entendu, c'est mon activité d'enseignante qui m'a poussée à faire cette démarche. Et puis, et mon activité de chercheuse, parce que j'ai acquis des connaissances assez approfondies sur le problème du climat, du changement climatique, qui est un problème très complexe. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps pour moi d'approfondir, pour avoir une vision aussi synthétique possible, qui puisse être, d'autre part, transmissible au public. Donc, j'ai donc avec la co-auteure du livre Climat présent, passé, futur, Marie-Antoinette Meller, donc édité en 2015 et réédité en 2020. J'ai fait un travail, si vous voulez, un petit peu de synthèse, et à partir de ce moment-là, depuis une dizaine d'années, j'ai voulu donc transmettre à partir de conférences grand public ces connaissances. Par ailleurs, j'ai essayé aussi de faire des choses au niveau de l'université, mais il faut bien admettre que c'est que maintenant et vraiment très très récemment que les choses changent. Alors fort heureusement, j'en suis absolument ravie. Et avec d'autres collègues, on se saisit d'un peu de cette ouverture, de cette poussée, cette envie de la part des étudiants aussi, très actifs, de comprendre les choses et d'être informés. Mon credo, c'est de dire que tant qu'on ne comprend pas profondément la complexité de ce que l'on vit, au niveau du climat, j'entends, juste ça, et les ordres de grandeur qui sont rattachés, c'est compliqué d'agir. Et mon idée, c'est justement de transmettre des notions le plus simplement possible sur cette thématique. Et vous, à titre personnel, vous êtes chercheuse et la question climat est votre sujet. Et pourquoi vous êtes allée sur ce sujet ?
qu'un jour, vous étiez une petite fille, vous êtes allée à l'école, vous avez passé le baccalauréat. Et pourquoi vous êtes allée là-dessus ? C'est un cheminement assez long. Mes centres d'intérêt se sont progressivement tournés là-dessus. Petit à petit, j'ai commencé à tirer des fils et j'ai compris certaines choses qui m'ont amené à dérouler la pelote et à en voir d'autres. Et tout ça, petit à petit, s'est construit. Ces petits bouts de fil se sont entremêlés les uns et les autres pour former un tissu et une tapisserie, j'allais dire, de compréhension et de connaissance sur le sujet. Je n'ai pas d'événements particuliers qui m'ont déclenché cette envie de connaître les choses, mais bon, évidemment, j'ai une appétence particulière pour la nature. D'ailleurs, j'appartiens donc à un observatoire de sciences de la Terre, à un laboratoire de sciences de la Terre, mais j'aime aussi beaucoup le monde vivant. Et j'ai fait beaucoup de sorties. Et je sais, par exemple, que j'ai vu dans mon existence de plusieurs décennies les glaciers fondre. Ça, c'est une évidence qui m'a beaucoup touchée. Voilà, quand on arrivait en ski de randonnée directement au petit train du Montanvert dans le massif de Chamonix, donc il y a plus de 25 ans, et que maintenant il faut descendre 500 marches pour accéder à la mer de glace. Et donc c'est absolument incroyable, quoi, ce changement. Et puis il y en a plein d'autres qui sont moins visibles, mais qui sont documentés en fait par tant de chercheurs dans le monde. Et vous, Margot, donc je vous appelle Margot sans nom de famille parce que vous me l'avez demandé. Je tiens à le dire. Je ne voudrais pas qu'on croie que j'introduis une différence. Votre engagement au travers de Youth for Climate, il est né comment ? Il vient d'où ? Je pense que c'est un cheminement aussi, mais moi j'ai toujours été sensible aux questions environnementales et aux questions de la disparition du vivant et de la chute de la biodiversité. Donc quand j'étais toute petite, je m'intéressais beaucoup aux espèces animales et vers 13 ans, je suis devenue végétarienne pour des questions de maltraitance animale, etc. Et en fait, moi j'ai aussi grandi en ayant en esprit qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone, qu'il y avait un réchauffement global de la planète. Et ça a été toujours une source d'anxiété. Et en fait, quand je suis arrivée au lycée, dans mon année de première, il y a eu plusieurs événements qui se sont succédés. Donc, il y a eu la démission de Nicolas Hulot, qui était à l'époque une personne que j'estimais pas mal pour les raisons environnementales et tout ça. Il y a eu le début des Gilets jaunes et il y a eu les grèves scolaires pour le climat qui ont été lancées par Greta Thunberg. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être une solution, la mobilisation collective, parce que je me sentais vraiment démunie et toute seule face à cette anxiété que j'avais depuis que j'étais petite. Et du coup, c'est comme ça que j'ai monté mon groupe local à Nantes, et qui était le premier d'ailleurs en France, et qui s'est après diffusé un peu partout. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé le militantisme. J'étais pas engagée à l'époque dans une association ou un collectif. Je me suis juste dit, faut qu'on se rassemble, faut qu'on se réunisse et faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, mon militantisme, c'est vraiment... j'ai appris sur le tas. J'ai vraiment eu une espèce de formation parce que le milieu militant, il est assez bienveillant et on était super jeunes. On avait 16 ans quand on a lancé ça, donc on a eu plein d'associations qui nous ont aidés, qui nous ont expliqué ce qu'il fallait faire, les démarches pour organiser des événements, tout ça. Et au fil et à mesure, je me suis aussi documentée sur les questions scientifiques pour avoir des arguments scientifiques et aussi sur des questions plus sociales, de justice sociale, parce que pour moi et pour Youth for Climate, aller vers un monde avec, sans pollution, sans problèmes environnementaux et du coup solutionner tous les désastres qui sont en cours, ça peut pas se faire sans une certaine vision de justice sociale et d'aide et de solidarité. Du coup, j'ai aussi appris beaucoup de choses sur le mouvement décolonial, sur le féminisme, sur les solidarités qui existent et voilà. Et c'est tout un cheminement aussi, mais que j'ai en moi depuis que je suis petite, j'ai l'impression. Alors moi, je voudrais juste aussi rajouter une petite chose. C'est vrai que quand Margot parle, ça me fait penser au fait que du coup aussi, ça a orienté ma recherche. Donc c'est quelque chose vraiment qui a germé au fil du temps. Et maintenant, donc ma recherche, elle est vraiment orientée sur les paléoclimats, donc ces phases chaudes qui sont comparables à celles dans lesquelles on est depuis 10 000 ans.
donc qui ont émaillé les derniers millions d'années. Et donc ça nous permet de comprendre ce que c'est un climat chaud, et notamment un climat un petit peu plus chaud que le nôtre, de 2 degrés. Il n'y a jamais eu de climat plus chaud de 2 degrés depuis 3 millions d'années. Vous voyez, donc déjà, ce genre de connaissances permet d'entrevoir le fait que si on va vers quelque chose à plus 3, plus 4 degrés, ce sur quoi on est actuellement, hein, Alors, on sort complètement plus de 2, ce ça qu'on fait quoi déjà? Plus 2 degrés, ça, si on doit l'imaginer. Alors nous, justement, avec mes collègues, hein, on le reconstitue et on s'aperçoit qu'effectivement, les climats les plus chauds des derniers millions d'années ont été à 2 degrés supplémentaires par rapport à l'actuel. Donc ça fait des déplacements évidemment de flore, de faune, etc. Donc un paysage qui est assez différent de l'actuel. Et des températures aussi différentes, avec une augmentation des températures plus on va vers les hautes latitudes. Donc exactement ce que l'on observe à l'heure actuelle. Hein, le réchauffement se fait sentir plus fortement vers les hautes latitudes que vers les basses. Et puis, surtout, se rendre compte que l'homme est apparu dans ce cadre, si on regarde que notre petite espèce sur plus de 8 millions, hein, donc vraiment de façon très anecdotique, nous n'avons jamais connu de réchauffement plus important que ça. Et donc, surtout, ce qui est très intéressant quand on étudie les paléoclimats, c'est de se rendre compte de la rapidité avec laquelle naturellement les températures changent. Donc environ, ça va être, pour passer une période glaciaire, une période interglaciaire, c'est environ 5 degrés moyens en 8000 ans. D'accord ? Et là, on est déjà dans une période chaude. On veut donc réchauffer à partir d'une période chaude et on va faire peut-être 5 degrés en 200 ans. Et on sort complètement du cadre de ce qu'on a connu depuis 3 millions d'années. Donc ce genre de choses, déjà dans la connaissance, ça nous permet quand même de dire pourquoi est-ce qu'on veut limiter à 2 degrés ? Justement, c'est aussi parce qu'on ne veut pas sortir de ce cadre dans lequel il y a un équilibre, un méta-équilibre des écosystèmes, dont l'homme fait partie. Hein, et on ne sait pas, on ne sait pas ce que ça va donner si on va trop vite, trop fort, et probablement, évidemment, qu'il y aura de la casse. Alors évidemment, à côté de ça, on illustre, hein, parce que là, je vous donne des chiffres, mais on reconstitue aussi les avancées de l'immigration de la flore, la faune également, enfin des choses comme ça. Donc on a des images qui sont assez parlantes. Je pourrais vous en parler plus tard, mais je veux pas. Et dans la faune, dans vos projections de déplacement de la faune, il y a aussi les humains, j'imagine. Ah bien sûr, bien sûr. Alors la question ne se pose pas en termes évidemment, les migrations à proprement parler des humains, c'est une vraie question, mais l'humain est tellement cosmopolite qu'il colonise toutes les latitudes sur Terre et tous les milieux, donc on le trouve déjà partout. Par contre, il y a certaines espèces, on sait qu'elles sont cantonnées à certaines gammes climatiques, et par exemple, des études ont été faites par des laboratoires français sur la migration du hêtre, hein, qui est un arbre emblématique d'un régime climatique que l'on connaît en France. Eh bien, donc, il est réparti donc, dans certaines zones en France, et on s'aperçoit qu'avec le réchauffement que l'on risque de suivre, si on continue le scénario sur lequel on est, eh bien, il trouverait des niches acceptables aux plus hautes latitudes, d'ici par exemple 2100, sauf que la rapidité avec laquelle il devrait se déplacer en tant qu'espèce eh bien, est beaucoup trop grande par rapport à ce qu'il peut faire. Donc, ces niches ne seront pas colonisées parce que ça va trop vite, tout simplement. Voilà. Et donc, il y a tellement d'autres exemples de ce style. Mais c'est vrai que souvent, on oublie la végétation, et la végétation, c'est la base du vivant. Et même la végétation, tout simplement en termes de biomasse, hein, c'est 1000 fois le poids du vivant animal sur Terre. J'imagine que ça participe, ce genre de données, à l'éco-anxiété que vous avez vécue et qui vous a engagé à vous engager. Donc, quelles sont, Margot, les formes de l'engagement de Youth for Climate ?
C'est-à-dire face aux données qui sont effectivement répétées, avérées, documentées, et donc vous savez que vous êtes dans un bon combat, dans un juste combat, pour faire progresser la diffusion de ces savoirs, leur compréhension, ce dont vous parliez avec Chloé Maréchal. Quelles actions vous mettez en place ? Déjà, nous, on se positionne vraiment comme un relais de la parole scientifique. Du coup, on essaie de sensibiliser, et notamment les personnes de notre tranche d'âge, du coup c'est à peu près du collège aux études supérieures, on essaie de sensibiliser les personnes à toutes ces données scientifiques qui peuvent être vraiment anxiogènes, et derrière faire le relais en disant il y a des solutions. Et cette solution, ça peut être justement de s'engager contre tous ces dérèglements-là, en s'attaquant aux racines du problème, et puis également développer des alternatives et des modes de vie alternatifs et les mettre en valeur. Donc en fait, ça peut prendre plein de formes. Nous, on prend de la diversité des tactiques. C'est une idée selon laquelle, en gros, chaque personne compte, chaque personne est importante et chaque personne peut s'engager dans la mesure où elle veut, en termes de temps, en termes aussi d'activité. Et du coup, ça veut dire qu'on a un éventail très large d'actions qui peut aller de faire une clean walk, donc ramasser des déchets, à faire du sabotage, faire de l'action directe, du blocage, etc. Et en fait, dans tout cet éventail d'actions, chacun peut se placer où elle veut. Et du coup, on essaie d'être présent sur le terrain en participant ou en organisant nous-mêmes des actions de blocage, et notamment du blocage des grandes marques capitalistes, par exemple. Des actions de sensibilisation qui peuvent avoir lieu dans des écoles, sur les réseaux sociaux. Donc là, vous préparez quelque chose contre le Black Friday ? Alors, on n'a pas vraiment eu le temps. Je crois que c'est bientôt, là. Je crois que c'est la semaine prochaine, vendredi. On a effectivement une idée en tête. Pour un contexte de calendrier, ce ne sera pas fait la semaine prochaine. Mais après aussi, il faut savoir que les actions directes comme ça, qui s'attaquent directement à des emblèmes un peu du système capitaliste, elles peuvent être dangereuses en termes de poursuites judiciaires. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire attention. Et c'est aussi pour ça que on essaie vraiment de dire à tout le monde que c'est pas la seule forme d'engagement, et que c'est pas parce que c'est plus spectaculaire que ça a plus de valeur, et c'est pour ça qu'il faut être sur tous les terrains. Et c'est ça la diversité des tactiques, c'est jouer un peu partout. Donc c'est faire de l'art, écrire. Moi j'ai participé à la coécriture d'un petit livre sur les formes d'engagement. Ça fait partie de la diversité des tactiques. C'est aller dans les écoles, donc ramasser des déchets, et puis aussi au quotidien en parler autour de soi, diffuser l'information. Et un autre truc qui est important, donc, c'est développer et sensibiliser et visibiliser les modes de vie alternatifs. Donc ça peut être les ZAD, les zones à défendre. Moi je viens de Nantes, du coup il y en a beaucoup par chez moi. Il semble qu'il y en ait une qui est très connue. Ouais, Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a d'autres. Et donc montrer qu'en fait c'est possible d'habiter autrement, d'habiter dans des cabanes, d'être dans la nature, parce que on est, comme vous le disiez, une espèce parmi tant d'autres. Et en fait, à force de se déconnecter en vivant par exemple en ville, on oublie et on se sent un peu supérieur aux autres espèces. Mais en fait, on fait totalement partie de tout un écosystème. Et habiter dans une ZAD, ça peut être un moyen de se reconnecter justement au reste du vivant. On milite aussi pour les squats en tant que soutien. Tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'argent, il y a des lieux qui sont vides, et c'est totalement ridicule d'avoir des bâtiments vides quand il y a des personnes qui dorment dehors. Et aussi parce que les squats, c'est un mode d'organisation à l'intérieur qui est super intéressant, où il y a des formes de sous-culture, il y a des solidarités qui se créent, un lien social. Et une dernière, je vais évoquer ça rapidement, mais pour nous, c'est super important aussi de recréer du lien social et de faire des solidarités. Et là-dedans, en fait, l'amitié, c'est super important. Et nous, à Youth for Climate, je pense que c'est aussi un réseau amical qui est très dense, très fort. Et on est liés par cette idée que on a tous vécu des moments où on pensait que ça servait à rien de vivre, que peut-être qu'au final, on n'aurait pas dû naître, parce qu'en fait, on va vivre dans un monde où nous, quand on sera adulte, en fait, peut-être qu'on n'aura pas d'eau, peut-être qu'on n'aura pas à manger. Et en fait, se dire qu'on n'est pas seul, qu'on a des soutiens et qu'on a des liens émotionnels qui sont forts, et des personnes qui peuvent nous comprendre, c'est super important, et ça fait tout aussi partie de la lutte, je pense, les relations humaines. D'accord, donc une forme de résilience par l'agir, et en tout cas une manière de combattre l'éco-anxiété à plusieurs et de faire.
Oui, mais je trouve que effectivement c'est un point essentiel, ce que soulève Margot, donc être ensemble, c'est vraiment très important pour faire face à tous ces problèmes. Et puis ça pose aussi la question de l'intergénérationnalité de ce problème, puisque donc finalement les conséquences, elles seront surtout visibles pour les générations qui viennent. C'est-à-dire que nos choix actuels déterminent ce qui va se passer dans 30, 40 ans, bien entendu, et puis au-delà. C'est-à-dire que exactement ce qu'on émet à l'heure actuelle dans l'atmosphère, puisque le CO2 a un temps de résidence de minimum 100 ans, et les autres gaz à effet de serre des autres temps de résidence, mais relativement important quand même aussi. Ce qui est en marche, nous le faisons maintenant, en fait. Voilà. Oui, vous voulez dire qu'il y a un pas de temps entre l'action et on va dire ses effets. Tout à fait. Et d'ailleurs, du coup, on peut tout à fait prévoir, alors avec une fourchette d'incertitude tout de même, mais assez précisément, on sait exactement que dans 10-20 ans, on va s'attendre au même réchauffement qu'on a vécu dans les 30-40 dernières années. Donc, à nouveau, 1 degré au minimum moyen sur Terre. Par contre, là où c'est beaucoup plus sensible, c'est que il peut y avoir des petits changements à l'heure actuelle qui vont avoir des grandes incidences sur la fin du siècle. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment très important de comprendre. C'est que, et vous pensez à quoi comme petits changements éventuels? C'est tout simplement la quantité d'émissions de CO2 donc dans l'atmosphère. Donc, si on continue à être sur cette ascendance d'émissions comme on l'est globalement, on se dirige vers un monde à plus 5, plus 6 degrés moyens sur Terre d'ici 2100. C'est complètement un autre paradigme climatique, environnemental sur Terre, donc avec beaucoup de casse. Et ça veut dire qu'un enfant qui naîtrait aujourd'hui, et il en est encore aujourd'hui, en 2100, il aura à peu près l'âge qu'a Joe Biden quand il a été élu président des États-Unis, donc il est potentiellement quelqu'un qui sera en vie. Donc à cette échelle-là, d'une vie, ça, je pense que tout le monde peut l'entendre, on peut avoir des changements absolument considérables en termes... Bien sûr. Après, il y a des choses qui sont encore faisables. Je veux dire, du coup, on peut aussi essayer d'infléchir cette courbe pour qu'on n'aille pas droit dans le mur, comme malheureusement, quand même, c'est ce qu'on voit sur les dernières décennies. Les dernières décennies, on a des modèles qui ont tourné. Donc, on a prévu, si vous voulez, quelles pourraient être les émissions. Et maintenant, on peut les comparer aux émissions historiques. Et on voit que, globalement, on est quand même sur le scénario des hautes émissions. On n'arrive pas à infléchir cette courbe, en tout cas pour l'instant. Oui, parce que le GIEC, j'ai vu, étudie 5 scénarios. Oui. Et plus pessimiste, prévoit un réchauffement compris entre 3,3 et 5,7. Oui, alors ça a été révisé par des laboratoires de modélisation français, et peut-être que ce serait plutôt autour de 5-6 degrés à la fin du siècle. Et puis, donc, si on est dans un scénario d'émissions vraiment où tout est arrêté, assez rapidement, c'est-à-dire qu'on fait un pic maintenant d'émissions et qu'après on décroît, et même on stocke une partie de ce qu'on a émis dans l'atmosphère, on le recapture à partir de 2070, et bien ça nous emmène sur un plus 2 degrés, donc l'équivalent de la dernière période interglaciaire il y a 130 000 ans, et qui est donc, comme je vous le disais, un des interglaciaires les plus chauds qu'on ait vécu depuis plusieurs millions d'années. Donc tout ça veut dire que d'une part, va falloir qu'on prévoie de s'adapter d'une façon ou d'une autre, parce que le changement, il est en cours, donc il va arriver sur 10, 20, 30 ans à venir. Et par contre, ce qu'on décide maintenant va faire que soit on va aller sur la fourchette haute, soit plutôt essayer de baisser la fourchette. En fait, plus on va dans le temps, plus l'éventail s'écarte. Donc les décisions qu'on prend maintenant, qui peuvent paraître petites, vont avoir une grande incidence sur la position sur cet éventail à la fin du siècle. Et je voulais dire aussi une chose par rapport à cette question de génération. Du coup, moi, ça me fait vraiment plaisir aussi d'être enseignante, parce que
ça me permet justement de toucher ces jeunes qui peuvent être si dynamiques et investis, comme on le voit avec Margot. Et je trouve que le monde change beaucoup à ce niveau-là, dans les universités, en tout cas sur Lyon, sur Grenoble. Et c'est assez étonnant. Par exemple, cette année, on a eu une convergence de dynamique, d'envie, si vous voulez, de justement parler, comprendre, transmettre, se réunir sur ce problème du changement climatique. Et donc, c'est venu de différents enseignants-chercheurs de disciplines différentes, des maths, de l'informatique, de l'économie, et puis, bien entendu, de la biologie et des sciences de la Terre. Et des instances aussi universitaires, et également des jeunes qui avaient donc fait notamment la COP2 à Grenoble, etc. Donc, et puis aussi, il faut, je crois, au niveau du ministère, il y a des choses qui ont été réfléchies, ou en tout cas pensées, puisque nous, on a, avec d'autres enseignants-chercheurs, on a écrit le manuel de la grande transition, Former pour transformer, qui était au départ un manuel à la demande de Frédérique Vidal, donc notre ministre de l'Enseignement et de la Recherche, pour justement réfléchir à ces questions d'enseignement du changement climatique dans toutes les universités françaises. Donc, quelque chose qui balayait très large, à la fois le climat, mais aussi les arts, comme vous disiez, et, Margot, l'économie, l'architecture, enfin bon, vraiment quelque chose de très large et par des spécialistes. Et donc, cette année, chacun s'est retrouvé avec une envie de faire quelque chose, et du coup, notamment, ça a débouché sur le fait qu'à Lyon 1, nous allons créer une université transversale sur cette question que l'on a appelée climat et transition, et qui parle bien entendu de l'Anthropocène, qui sera donc obligatoire pour tous les étudiants de sciences de la matière cette année, et qui vise à être obligatoire pour, donc là ce sera 1500 étudiants, mais pour les 16 000 étudiants de Lyon 1 pour 2022. Voilà, donc avec d'autres collègues de l'université Lyon 1. Donc c'est quand même des choses qui changent. Alors évidemment, en tant que chercheur, j'aurais préféré que ça change plus vite, c'est-à-dire que quand j'avais des envies déjà il y a 10-15 ans, mais on me disait non, c'est pas possible parce que on fait pas de recherche là-dessus, donc on n'enseigne pas sur ce sur quoi on ne travaille pas en recherche, enfin des arguments divers et variés qui peuvent être entendables, mais qui ont quand même bloqué la dynamique. Et maintenant, donc, comme on voit qu'il y a une poussée d'un peu partout, et encore une fois, notamment des jeunes, ça fait plaisir, les choses commencent à bouger. Oui, on le voit. On a vu des programmes aussi. On avait reçu Joël Chevrier de Grenoble qui parlait également de la convention étudiante pour le climat. On voit à Paris-Saclay des programmes naître, à la Sorbonne aussi, etc. Donc ça, on voit que ça arrive. Et d'ailleurs, la question que je me pose, et je me retourne vers vous, Margot, c'est que votre génération qui, je pense, est aussi née, ce qui est le cas de Youth for Climate avec l'appel de 2019, mais qui est beaucoup né après l'engagement mené par Greta Thunberg, qui avait commencé à l'été 2018, 15 ans toute seule avec son petit panneau devant le Parlement européen, enfin le Parlement suédois plutôt, à Stockholm. Cette génération, elle arrive, voilà, Greta Thunberg a 15 ans en 2018. Et cette génération qui derrière s'est engagée, comme vous, elle arrive sur les bancs de l'université, mais elle arrive aussi un peu partout. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui a accéléré les choses, alors qu'il y avait effectivement toute une série d'enseignants-chercheurs ou d'autres, évidemment, citoyens qui s'étaient engagés et qui étaient peut-être un peu seuls. Non, vous ne croyez pas, Margot? Bon, je pense qu'il y a aussi le travail scientifique et notamment du GIEC qui a permis d'accélérer tout ça, et le fait que maintenant, il n'y a plus de discussion possible avec les climato-sceptiques. Maintenant, je pense qu'une personne qui est climato-sceptique, on ne va plus l'écouter, parce qu'on sait qu'elle est en tort, et on sait que c'est les activités humaines qui sont responsables, et on sait aussi que les catastrophes à venir et les catastrophes en cours, elles sont énormes et qu'il va falloir les stopper un jour. Après, oui, il y a le fait que nous, les jeunes, on est conscients de tout ça, et que en 2019, il y a énormément de personnes qui ont participé aux marches pour le climat, mais il y avait aussi une grande partie d'entre ces personnes-là qui
qui étaient conscients de ça, mais qui ne savaient pas comment faire. Et du coup, aller marcher pour le climat, c'était un début de mobilisation, mais peut-être que ça n'a pas répondu à toutes leurs attentes, parce qu'au final, toutes ces personnes-là, elles ne sont pas toutes venues après s'engager avec nous dans d'autres actions. Mais en tout cas, ça a sans doute fait germer plein de prises de conscience. Et maintenant, ouais, l'écologie, c'est au cœur de nos vies, je pense, même si on n'est pas toutes et tous militants. C'est quand même des réflexions qu'on a super souvent. Et moi aussi, je suis à l'université. Et à presque tous mes cours, on a déjà parlé de l'écologie. Et ouais, ça gagne du terrain, donc c'est chouette. Après, maintenant, il y a la question de l'individu et du collectif. Et je pense qu'on peut aller vraiment encore plus loin dans la démarche collective de changer les choses, de rassembler, de se poser autour d'une table et de faire on fait quoi maintenant. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a encore énormément de personnes qui pensent que l'écologie et les changements à faire, ils se font au niveau individuel. Et alors oui, c'est vrai qu'il faut changer nos comportements dans certains domaines. Par exemple, prendre l'avion pour aller en vacances un week-end, c'est plus faisable. Acheter des vêtements plusieurs fois par mois, c'est plus faisable. Il faut s'en rendre compte. Mais pour arriver aux objectifs qui ont été fixés par l'accord de Paris, aujourd'hui, si un citoyen fait tout ce qui est déterminé par cet accord, eh ben, on va réduire que de 40%, je crois, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas assez. Et il faut qu'on repense tout notre mode de fonctionnement social. Et ça implique encore plus les citoyens et les citoyennes parce qu'il faut qu'il y ait une gouvernance et que ce ne soit pas des choix qui soient subis, mais des choix qui soient vraiment l'expression d'une volonté collective et qui soient démocratiques. C'est ambitieux parce que moi, ce qui m'interroge, j'entends vos réflexions. Vous dites on est convaincu, on est conscient, etc. Je ne suis pas capable de le mesurer, évidemment, mais je ne suis pas certaine que tout le monde soit conscient ou tout le monde entende la complexité du climat, en tout cas des effets sur le climat que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est peut-être cette problématique, non? Peut-être Chloé Maréchal. Oui, je pense qu'effectivement, il faut de toute façon continuer à diffuser le savoir sur cette question. Mais en même temps, il y a cette question du temps, parce que vous nous parlez de la question de la temporalité, du temps, de l'accélération, de la multiplication, on voit bien. Donc, si on considère que le temps nous manque pour éviter les choses les plus dramatiques, finalement, puisqu'on est déjà dans le changement, mais pour éviter... je ne sais pas, que les étés qu'ont vécu l'ouest du Canada cet été, ou qu'on a pu vivre à d'autres endroits, ou les inondations, parce que ces changements climatiques s'expriment de diverses manières. Voilà. Comment on fait pour convaincre, pour emmener, pour entraîner? Je pense que vous n'avez pas la recette, mais... Non, mais alors de toute façon, l'idée que j'ai, avec d'autres enseignants-chercheurs, avec ma co-auteure, etc., du livre de 2020, Climat, c'est de toute façon, comme aussi Margot l'a dit, on ne peut pas raisonner juste sur une discipline, ni en étant tout seul. Il faut balayer le plus largement possible des sujets et puis s'accompagner de gens compétents sur d'autres disciplines que celles dans lesquelles on est spécialiste en tant que chercheur et enseignante en ce qui me concerne. De toute façon, la question du problème climatique pose la question justement des énergies. Des énergies et puis de notre niveau de vie à un autre degré. Ça pose la question des rapports entre les États, les pays dits développés et puis ceux en voie de développement, etc. etc. La question du poids historique des pays développés et du modèle que l'on doit donner par rapport à ceux qui veulent accéder à quelque chose de mieux, en tout cas peut-être pas équivalent pour nous, mais à ce qu'on vit nous, mais de mieux pour eux. Et donc, on rejoint l'idée de justice sociale, quoi qu'il arrive, à différentes échelles, que ce soit internationale, entre les nations, ou à l'intérieur de notre pays également, puisque l'on voit que la plupart du temps, les pays les plus touchés, ce sont ceux qui ont le moins pollué, historiquement, et puis en plus que ce sont ceux qui sont situés à des bandes de latitude où ne sont pas situés les pays dits développés. Donc une question de justice. Et puis à l'intérieur de notre pays, on voit très bien que de toute façon, les plus riches sont les plus pollueurs d'une façon ou d'une autre. Et que les plus pauvres ont plus de difficultés à faire face aux changements qui s'annoncent.
Donc il y a aussi une question de justice sociale. Et ça, là-dessus, c'est vrai que Nicolas Hulot a une très bonne idée de développer fortement le fait qu'on ne pourrait pas résoudre l'un sans l'autre. Les deux sont intimement liés pour les combattre. Après, ces autres questions par rapport à l'énergie, ça pose vraiment la question du fondement de notre société, en tout cas où nous en sommes arrivés à ce stade. Quel chemin avons-nous pris pour en arriver là ? Alors, avec certains collègues, nous discutons bien sûr dessus, puisqu'on va monter cette unité d'enseignement. On peut voir qu'on a des choses qui s'enracinent dans le très lointain passé, par rapport à, par exemple, la néolithisation, donc il y a 10 000 ans, la naissance de l'agriculture. On a commencé à exploiter la nature, à la domestiquer, à en tirer profit. Et puis, petit à petit, on a pris de l'énergie pour transformer finalement la force humaine en une autre force qui serait donc donnée par une énergie extérieure à l'homme, etc., etc. Peut-être qu'il y a eu des moments où on aurait pu faire d'autres choix et peut-être il n'y a peut-être pas si longtemps que ça. Est-ce que cette période industrielle qui commence donc vers 1750, 1850, on n'en est pas si loin finalement? Est-ce que d'autres choix pourraient être pris? Après tout, il y a encore d'autres modèles de société. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à la bougie. Attention, on n'est pas du tout là-dessus. Mais au moins, ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a des peuples qui sont encore nomades, des chasseurs-cueilleurs, qui ont un autre rapport à la nature. Et sortir, vraiment, c'est vraiment très important, sortir de ce rapport d'anthropocentrisme, de l'homme blanc, de pays développés, qui est séparé de la nature et qui a une position dominante sur elle. Margot, peut-être vous allez être d'accord là. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a la révolution agricole et les révolutions industrielles qui ont fortement changé notre rapport à la nature. Et c'est vrai que cette addiction de nos sociétés au pétrole, aux énergies fossiles, elle est presque criminelle maintenant. Parce que y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Mediapart qui a montré ça, c'est qu'en fait Total savait depuis les années 70 qu'il y avait un lien direct entre la combustion des énergies fossiles et le réchauffement de l'atmosphère. Et en fait, ils savaient ça avant presque tout le monde. Ils n'ont rien fait, ils ont continué. Et puis on voit qu'à la COP26, il y avait, je crois, plus de lobbyistes des énergies fossiles que de représentants des pays les plus touchés. Donc il y a aussi la question de la responsabilité et de qui est-ce qu'il faut punir entre guillemets. Et nous, à Youth for Climate, on défend l'idée que les multinationales aujourd'hui, elles ont une responsabilité qui est énorme dans le dérèglement climatique, dans les pollutions et dans les destructions environnementales, et que cette responsabilité-là, il faut qu'elle l'assume et il faut que ce soit elle aussi qui soit motrice du changement. Donc là, on ne veut pas qu'elle fasse du greenwashing non plus, parce qu'en fait, on ne veut pas faire confiance à Total, on ne veut pas faire confiance à Total pour avoir des éoliennes, on ne veut pas faire confiance à Zara pour avoir du coton bio dans nos vêtements, on veut juste qu'elles arrêtent leur modèle de destruction. On veut qu'elles arrêtent et qu'elles, avec le pouvoir économique qu'elles ont, elles financent, je ne sais pas trop si c'est dit comme ça, c'est bien, mais qu'en fait, elles réparent une partie de leur destruction. Et c'est aussi pour ça que le rapport entre l'individuel, le collectif, il est vraiment, vraiment important. C'est parce que nous, déjà dans une société, comme vous l'avez dit, on n'a pas le même impact en fonction qu'on soit riche, en fonction qu'on soit pauvre. Et en plus de ça, les États n'ont pas le même impact entre les États européens, par exemple, et les États africains. Et puis enfin, les multinationales... Aujourd'hui, je crois que 100 multinationales produisent 70% des gaz à effet de serre. Donc, franchement, il y a un moment, il faut qu'elles aussi, elles prennent leurs responsabilités et que les pots cassés, c'est pas forcément à nous de les payer aussi. Oui, mais la question, peut-être, c'est le chemin pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Enfin, la question que je me pose, que je vous pose, puisque chacune, à votre endroit, vous à la fois cherchez, diffuser des savoirs et entraîner un certain nombre de personnes dans cette réflexion collective et cette action collective à mener, mais parce que vous êtes aussi convaincus de ce réchauffement et des effets dévastateurs. La question que je me pose, c'est comment
que je vous pose, c'est comment convaincre les autres et comment convaincre que individuellement et collectivement, comme vous l'avez rappelé, il faut opérer des changements dans nos modes de vie. Tout le monde n'a pas envie, tout le monde n'a pas ce souhait. Vous avez parlé aussi des différences entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches. Voilà, comment faire en sorte que cette urgence, ce qui se joue, soit conscientisé et entraîne... parce que pour l'instant, on est dans des actions tout à fait pacifistes. Vous n'avez pas peur que les choses prennent feu ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Est-ce que j'ai peur ? Non, je pense plutôt que j'ai une certaine dose d'angoisse qui doit être quelque part. Par contre, actuellement, c'est vrai que je pense que je suis contente de voir les choses bouger. Donc, je suis positive là-dessus. Bien entendu, j'aimerais qu'elles bougent beaucoup plus vite. Mais il y a quand même des choses qui se passent, il y a des liens qui se font. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je reprendrai la même chose, c'est-à-dire que pour moi, il faut parler encore. Et alors, attention, il ne s'agit pas de parler par exemple, un effet du changement climatique, faire une histoire sur une petite chose très précise, mais essayer de diffuser une vision, une synthèse de tout l'ensemble qui fait ce grand pulse du changement climatique et qui, moi, m'a pris donc des années à acquérir pour comprendre et puis surtout l'exprimer, le verbaliser et l'écrire. Et c'est quand on aura cette vue, que chacun aura cette vue à son échelle et qu'il l'aura intégré, qu'on pourra se dire il va falloir bouger. Alors l'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que j'ai appris, parce qu'aussi il faut de la pratique aussi pour ça, c'est l'autre chose, c'est arriver à trouver les mots qui sonnent justes, qui ne soient pas trop spécialisés, on en discutait avant l'émission, pour que chacun puisse l'entendre à son niveau. Et puis, j'ai, à travers cette pratique aussi, vraiment remarqué qu'il était très important de agrémenter ça aussi d'une idée de qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que pendant assez longtemps, quand les premières conférences que j'ai pu faire, où on m'a dit, ok, on parle de ça, voilà, il fallait que j'aie ma casquette scientifique. Il fallait surtout pas que je vienne sur l'estrade en disant, en tant que citoyen, qu'est-ce qui se passe ? Il fallait que je reste vraiment dans mon domaine de discipline, etc. Donc c'était vraiment très cloisonné, quoi. Donc c'est un peu le poids de nos institutions françaises parfois, ou même de la pensée générale, peut-être. Et puis petit à petit, ça s'est délayé. Et maintenant, quand je fais une conférence, j'essaye, autant que faire se peut, de l'accommoder sur l'adaptation que l'on doit suivre, des pistes d'adaptation, bien sûr, et puis des leviers pour atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Après chacun fait son shopping, mais voilà, c'est l'idée de ne pas rester que dans ce discours climatique qui peut être très anxiogène. C'est trouver un équilibre entre à la fois des données à communiquer, bien sûr, et en même temps des alternatives à soulever. Finalement, c'est ça que vous dites. Bien sûr, parce que sinon c'est la sidération et puis les gens tournent le dos. Donc c'est complètement contre-productif et c'est contre ce sur quoi je me bats. Évidemment, moi si je fais ça, c'est au contraire pour que ça bouge. Oui, Margot. Oui. Mais du coup. Moi, tout ce que j'ai pu apprendre par rapport au dérèglement climatique via les données scientifiques, ça me fait très peur, mais c'est aussi ça qui me pousse à bouger. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas plus. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas des millions, en fait. Donc, je pense que la méthode, la stratégie de Youth for Climate, elle est sans doute pas aboutie parce qu'on ne réussit pas pour le moment à mobiliser tout ce qu'on veut encore. Vous êtes combien ? On n'a pas des chiffres exacts. Je sais pas en France, est-ce que c'est... On ne peut pas vraiment savoir. Youth for Climate, ça a quelle forme ? C'est une association ? Alors, c'est un collectif. Un collectif. Il y a 2-3 groupes qui sont mis en statut d'association, mais ça implique, par exemple, d'avoir un compte en banque, ce qui est un peu incohérent par rapport à nos principes. Donc, en fait, nous, on est un collectif. On a
organisation qui est décentralisée. On est au niveau national Youth for Climate France, on se rattache à Fridays for Future, et donc ça c'est au niveau international. Au niveau du coup national, on vote pour des orientations globales, mais c'est vraiment très démocratique, c'est horizontal, il n'y a pas de représentants, c'est de l'autogestion, et c'est pour ça que les groupes locaux ont une énorme marge de manœuvre dans tout ce qu'ils peuvent faire au niveau des actions. Et justement, chaque groupe local peut se placer à un certain niveau de tout l'éventail de la diversité des tactiques dont je vous parlais tout à l'heure. C'est difficile de quantifier combien on est, parce qu'en fait, on est essentiellement des lycéens, lycéennes, début études supérieures, et on change beaucoup géographiquement. On peut rester par exemple 1 an à Youth for Climate ou 2, et après devoir partir pour les études dans une autre ville. Donc en fait, ça tourne énormément. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par Youth for Climate. Est-ce qu'il y a aussi, parce que vous dites on est collégien, lycéen, et puis ensuite études supérieures, mais est-ce qu'il y a aussi des jeunes, puisque vous êtes jeunes, c'est ce qui vous caractérise à Youth for Climate, qui ne font pas d'études supérieures et qui pour autant militent à Youth for Climate? Des jeunes travailleurs? Oui, par exemple. Ouais, il y en a quelques-uns. Après, c'est vrai qu'il y a une surreprésentation d'enfants de cadres, et du coup une surreprésentation d'enfants, de personnes qui ont des études longues ou qui veulent faire des études longues. Après, pour être totalement franche avec vous, il y a un petit phénomène qu'on est en train de remarquer là cette année et l'année dernière, c'est que en fait, il y a énormément de jeunes qui militent avec nous, qui pensent que le système scolaire et le système, les diplômes sont plus vraiment une finalité, et qui se tournent vers d'autres formes de vie, notamment avec du service civique, l'entrée dans la vie active, parce qu'en fait, on se dit, le bout de papier qu'on va avoir, qui nous confirme qu'on a telle compétence, il était peut-être très utile à l'époque de mes parents, mais aujourd'hui, dans l'Anthropocène, en fait, ça a plus de grande valeur. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut commencer à peut-être mettre un peu d'argent de côté, peut-être passer du temps pour aider les personnes qui sont déjà pas bien et qui vont être encore moins bien dans les prochaines années, donc les migrants, les SDF, etc. Et voilà. Donc, alors j'espère que nos institutions d'éducation vont réagir à tout ça, et puis essayer d'entendre justement le fait qu'il faut peut-être plus s'ajuster avec les changements de la société. Et c'est vrai que, moi, juste sur le fait que cet enseignement sur le climat soit une demande depuis déjà plusieurs années, je pense que les jeunes ont pris la mesure très rapidement quand même. Et il faudrait que les institutions aussi c'est une demande, quand vous dites c'est une demande depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire qui est issue des étudiants et évidemment d'un certain nombre d'enseignants. Oui. Oui, alors c'est assez récent quand même, mais on sent qu'il y a une réactivité très grande. Et donc, il faut aussi que de notre côté, on puisse intégrer des choses qui continuent à motiver les étudiants et qui correspondent à leurs attentes. Alors évidemment, qu'ils soient adaptés aussi après au monde du travail, mais dans la mesure où ça s'intègre parfaitement parfois, c'est on a tous intérêt à promouvoir ça. Et d'autant plus que, par exemple, donc là, la transversale qu'on est en train de monter, donc transversale, c'est quelque chose qui recoupe de façon transverse les enseignements classiques que l'on peut faire à l'université. Vous voulez dire transdisciplinaire aussi ? Et justement, on souhaite, c'est un souhait, mais j'imagine qu'on va y arriver un jour ou l'autre, on souhaite la rendre interdisciplinaire, c'est-à-dire faire venir des gens de l'université Lyon 2, Lyon 3, etc., des économistes, des politologues, des psychologues, etc., des sociologues, bien sûr, pour enrichir ce thème et donc parler en tant qu'expert là-dessus. Et je pense que, évidemment, du coup, ça, ce sera peut-être plus attrayant pour les étudiants, qu'on présente un peu ce genre de choses qui correspond à leur demande, je pense. Et la demande, elle est forte parce qu'en fait, aujourd'hui, on apprend l'effondrement du vivant, on apprend les conséquences des dérèglements climatiques. On apprend ça sur Internet et c'est extrêmement anxiogène, encore une fois. Et il y a des enfants, c'est vraiment des enfants, des personnes de 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui se prennent tout ça dans la figure, chez eux, tout seuls, et qui ne sont pas entourés. Et en fait, il y a besoin d'un suivi psychologique, je pense. Parce que l'éco-anxiété, c'est vraiment une forme de mal-être et une forme de tristesse aussi qui peut avoir des effets vraiment dévastateurs sur des enfants qui sont en construction. Et se rendre compte de ça
quand on est seul chez soi, c'est pas bon du tout. Il y a un atelier à Youth for Climate qu'on fait. Ça s'appelle la fresque du climat. Donc c'est une association et c'est super intéressant. Et en fait, à la fin de cet atelier, qui vise à expliquer clairement ce que sont les phénomènes et les processus en fait scientifiques qui font qu'aujourd'hui on en est là. Et à la fin de cet atelier, il y a un petit temps de discussion qui peut être que de une demi-heure, mais qui permet de mettre les choses à plat et de faire un travail émotionnel sur tout ce qu'on apprend. Et ce travail émotionnel, en fait, il faudrait qu'il soit fait à l'école avec avec les professeurs, avec les instituteurs, et qu'il soit fait le plus tôt possible pour pas qu'on ait des enfants qui doivent vivre ça tout seuls, en fait. Parce qu'il y en a plein qui le font. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier roman de Richard Powers, Sidération. Donc je vous le conseille pas puisque je voudrais pas ajouter à l'éco-anxiété. Mais un des deux personnages, c'est un père et son fils, c'est le petit garçon qui a 9 ans. Hein. Il est totalement, de manière extrêmement grave d'ailleurs, plongé dans l'éco-anxiété, ce qu'on appellerait l'éco-anxiété, avec ça le dépasse. Et pourtant, il est très bien accompagné par un père tout à fait aimant et qui était en capacité de lui expliquer un certain nombre de choses et de le connecter au vivant, donc il n'y a pas de voilà, mais c'est vraiment le sujet. Powers est anthropologue, je crois, et je vous le conseille quand même. Voilà, mais ce sujet, je pense qu'en effet, c'est un sujet dont il va falloir se saisir. Donc cette fois-ci chez les tout petits. Alors c'est très intéressant que tu en parles, Margot. Je te tutoie, allez. Ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Ça, c'est quelque chose, je pense, que nous n'avons pas vraiment pris en compte à l'université, par exemple. Là, on ne se rend pas compte. On est quelques-uns à avoir pratiqué. Donc, ceux qui sont vraiment en contact lors de conférences ou de réunions, etc., on a reçu des choses. Donc, on se rend compte que ça existe, l'éco-anxiété. Mais je pense que la grande majorité des gens ne réalisent pas ça. Et du coup, on est face à une petite problématique que j'espère on résoudra. C'est l'idée d'abord qu'il faut diffuser au plus grand nombre, donc la connaissance. Donc évidemment, on pense au support virtuel, mais d'un autre côté, on a absolument besoin d'avoir du lien, comme ça a été dit, et d'avoir vraiment quelqu'un physiquement qui soit là et avec qui on échange. Et un être humain, en fait, en présence. Voilà, tout simplement. Et là-dessus, il va nous falloir inventer pour croiser les deux médias, le support virtuel et puis le contact avec l'expert. Et puis, donc, pour pouvoir justement éviter un effet de sidération et d'augmentation de l'éco-anxiété. Donc, c'est en travail pour nous là-dessus. Margot ? Nous, du coup, à Youth for Climate, il y a une part énorme des personnes qui militent qui a justement eu ce moment de sidération. Et en fait, je pense que la plupart des personnes qui sont restées dans le mouvement et qui continuent à être très actives et actifs, c'est parce qu'ils pensent que c'est justement en se mobilisant et en agissant dans un collectif que on trouve une petite raison de se lever le matin et de continuer à militer et à vivre une vie à peu près normale. Et ouais, c'est ça, c'est faire des actions, réfléchir à des méthodes pour changer les choses. Et nous, ce qu'on fait, c'est vraiment cet échange, en fait. On se pose, on parle, on débat, on exprime nos visions de ce qu'on aimerait bien voir pour plus tard. Et c'est ça qui nous permet un peu de nous extraire de la sidération et puis de l'impuissance aussi. Parce qu'on voit bien que malgré toutes nos mobilisations, on reste impuissant et c'est très dommage. Stéphane Labranche, j'en parlais lundi soir à l'hôtel de ville, cette question du sentiment d'impuissance face aux données qui nous arrivent dessus quand on les conscientise. Donc c'est effectivement un des sujets. Et donc depuis mars 2020, comment vous avez fait ? Parce que on s'est quand même tous un peu mondialement retrouvés confinés avec une distanciation sociale. C'était le terme qui avait été utilisé par nos gouvernements d'ailleurs. C'était assez intéressant. Et comme vous dites toutes les deux que cette question de la présence, cette question de l'échange, cette question du lien
pour à la fois s'entendre, se faire du bien, avancer, etc. Est-ce que ça n'a pas rajouté justement à cette éco-anxiété grandissante ou freiner certains, augmenter la sidération, que ce soit du côté de l'enseignement, que ce soit du côté du militantisme? Chacun s'est retrouvé chez soi derrière son écran ou sans écran. Alors, moi, en tant qu'enseignante, c'est évident qu'il y a eu vraiment des retombées négatives pour les étudiants. C'est-à-dire plus de retombées négatives que positives, dans le sens où, effectivement, il y a eu un lien qui s'est perdu et donc des étudiants qui n'ont plus été en capacité d'apprendre devant un écran interposé, quoi. Par rapport à la question de l'enseignement du climat proprement parlé, c'était au moment où on commençait à se dire on va monter une unité d'enseignement là-dessus. Donc on a monté cette unité d'enseignement, donc on a eu plus d'une centaine d'élèves en virtuel et on a été étonnés, en fait, on était 3 avec deux collègues, Gilles Escarguel et Vincent Perrier de l'Université Lyon 1, de comment dire, la ferveur avec laquelle, en tout cas, certains qui se manifestaient ont échangé, ont suivi tous les cours qu'on a pu faire par écran interposé. On a eu beaucoup de retours, quoi, énormément. Donc là-dessus, on a mesuré le besoin d'échange et de débat, très certainement, à la suite de toute la connaissance qu'on avait donnée précédemment. L'autre effet qui est un petit peu, à mon avis, un petit peu pervers, c'est que justement, on a développé beaucoup les techniques de diffusion à distance durant cette période de confinement. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, au début, on ne savait pas enseigner devant un écran. Donc, on a appris sur le tas plein de méthodes à se filmer, à s'enregistrer, à faire des dessins, des gribouillis, prendre des graphes, les coller, échanger, enfin, tout plein de trucs. Et je pense qu'il pourrait y avoir aussi la tentation de se reposer là-dessus à l'avenir, parce que c'est pratique, en effet, pour diffuser de façon massive l'information. Alors, voilà, on est pris entre ce feu-là, toucher le plus grand nombre, et puis toucher efficacement les gens, parce que ça peut être complètement démobilisant, justement, de regarder des choses anxiogènes où tout simplement le support n'est pas adapté, quoi. Donc on essaie de mettre en place des débats qui puissent nous faire nous rencontrer à l'issue de ces formations. Margot ? Donc moi, l'année dernière, à partir de mars 2020, j'étais à Nantes. Et ce qui s'est passé, c'était incroyable. En fait, on est rentré en contact avec un squat dans le centre-ville de Nantes, qui était en même temps un vrai lieu de diffusion culturelle. Il y avait énormément de spectacles, énormément de choses qui étaient organisées, même pendant la période de confinement. Ce n'était pas très légal, on a un peu triché. Mais c'est ce qu'on aurait dû faire. Mais nous, on l'a fait d'ailleurs. En fait, on l'a pas dit. Après, les personnes qui étaient là-bas avaient des défenses immunitaires qui étaient bien supérieures à celles à nous, parce que c'est des personnes qui ont vécu dans la rue pendant des années, par exemple. Donc, il y avait aussi ce côté-là. On n'a jamais été un cluster. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, en fait, pendant 7 mois, on a vécu avec des personnes qui ont des histoires de vie qui sont très difficiles, mais qui sont résilientes. On a vécu dans un environnement urbain qui change totalement, parce qu'il y a des graffitis partout, il y a de la politique sur tous les murs, il y a des histoires partout, des histoires personnelles qui sont super fortes. On a fait de la musique. Moi, je pense que l'art, c'est vraiment très, très important aussi dans la culture. Enfin, il faut faire vraiment une sous-culture, à mon avis, pour conscientiser et tout ça. Et en fait, on faisait de la musique, on chantait, on dansait, on faisait des dessins, on faisait des débats toute la nuit. Et c'était un moment qui a été incroyable pour moi, parce que ça m'a construit vraiment en tant que militante. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai dépassé l'idée de toutes les théories où je me disais oui, il faut que ce soit convergence des luttes, etc. Là, je l'ai vraiment vécu, la convergence des luttes, parce que j'ai dormi dans un squat avec des personnes qui ont vécu des choses vraiment horribles, mais qui nous l'ont partagé, et on se dit waouh, ça existe, et maintenant je le sais, et maintenant je vais encore plus donner de ma personne pour défendre toutes ces personnes. Donc à Nantes, il y avait ce contexte particulier.
On a réussi à recruter énormément de personnes. On devait être une quarantaine à graviter autour de Youth for Climate, ce qui est énorme. 40 personnes, ça fait 40 réseaux amicaux. Et ça veut dire qu'on peut faire des marches, on peut faire des actions qui ont une autre envergure. Quand je suis arrivée à Lyon cette année pour mes études, j'ai vu une autre réalité. C'est-à-dire que les personnes ici avaient totalement été isolées en fait, pendant le confinement et énormément de personnes se sont démobilisées parce que justement, il n'y avait plus ce lien social. Il n'y avait plus de lieu où se retrouver, lieu physique. Il n'y avait plus de mobilisation et du coup, le mouvement a été sapé par la crise du coronavirus. Donc là, on essaie de remonter tout ça et on est d'ailleurs en contact avec un squat parce que je pense vraiment que ce sont des lieux où tout peut arriver et que c'est incroyable. Il peut y avoir des étincelles qui jaillissent. C'est magnifique. Écoutez, il faudra nous donner l'adresse parce que pour le prochain confinement, moi, je suis assez preneuse de ce squat à Lyon. Juste le squat à Nantes. Le squat à Nantes a été expulsé en juillet et c'est dramatique parce que c'est 100 personnes à la rue. Et c'est encore plus de personnes qui perdent un endroit d'organisation et de mobilisation. Et donc, c'est à Nantes, mais ça s'appelle la Maison du Peuple et c'est génial. D'accord, en tout cas, notre heure est passée. Je vous remercie toutes les deux. Margot, je souhaite bonne chance à vos prochaines actions. Et puis, Chloé Maréchal, merci. Je souhaite bonne chance au livre Climat, passé, présent, futur, qui a été réédité chez Belin, donc qui en soi est un succès. Et puis, évidemment, bonne chance à cette formation qui, j'espère, aura tout le succès qu'elle mérite. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Mercredi de l'Anthropocène. Chaque semaine, Chaque mercredi, un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.